Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Merci de votre présence. Merci d'être là pour l'avant-dernière rencontre de la saison. Il en restera une au mois de juin. Cher Mathieu, merci pour ta présence. Merci à toi. Je suis très heureux d'être là. J'ai jamais fait ce format-là, c'est chouette. Je t'ai invité ce soir. Nous nous connaissons depuis quelques mois et lors de notre première rencontre, je trouvais que tu avais une réflexion hyper intéressante, philosophiquement parlant, humainement parlant. Et ce soir, je t'ai invité non seulement en tant que designer, mais je crois aussi en tant qu'humain. Ce qui nous réunit ce soir, c'est notre humanité. Et pourquoi je dis notre humanité? Parce que tu es le créateur de la vasque olympique, de la torche olympique que nous avons toutes et tous admirée durant les JO et que nous allons continuer d'admirer, tu vas nous le dire. Mais ma première question sera la suivante. Je voulais citer Hannah Arendt. Hannah Arendt qui souligne « L'homme est un être historique ». Tu es un créateur et en fait, tu as créé la vasque et tu as été vu et tu es vu par des millions de personnes. Il y a donc à la fois la création et la mémoire. Ma question, cher Mathieu, est la suivante. Comment concilies-tu la temporalité contemporaine et la dimension historique dans l'œuvre de la vasque olympique? La dimension historique, pour commencer, je la voulais pas du tout. C'est-à-dire que, et c'était vrai pour la torche olympique que j'ai eu à dessiner, et c'était vrai pour la vasque olympique. Quand je dis que je m'y intéressais pas du tout, c'est-à-dire que je voulais surtout pas me nourrir de ce qui avait pu être fait. Je savais bien que j'avais pas grand-chose à y trouver, et je voulais surtout pas m'y plonger, d'abord parce que je n'avais pas le temps de le faire, et aussi parce que j'avais 3 semaines pour dessiner tout ça, et aussi parce que je voulais surtout pas m'adresser aux spécialistes de l'histoire, aux experts du sport, etc., qui étaient déjà en fait des convaincus. Donc depuis le début, moi ce qui m'intéressait, c'était tous les rétifs, tous les peines à jouir des Jeux Olympiques, tous ceux qui étaient les plus méfiants, les plus suspects, les plus en retrait. C'est eux que je voulais aller chercher. Et donc je me suis mis absolument dans un présent en me disant comment, non pas je reparle d'un passé olympique que personne ne connaît et qui n'intéresse personne à part les spécialistes et les historiens, et comment aujourd'hui, avec ce que j'ai entre les mains, j'essaie de créer potentiellement une émotion et une attraction et un magnétisme de ce qu'on va pouvoir créer. Et c'est en fait, en commençant ces travaux-là, et en particulier sur la vasque, que j'ai croisé l'histoire, mais vraiment par hasard. C'est-à-dire que, alors après, quand j'ai eu à raconter un peu l'histoire de la vasque, j'ai remis l'histoire dans le sens qui m'arrangeait, en faisant comme si tout ça avait absolument un sens depuis le début, ce qui était absolument pas vrai. Comme on n'est pas nombreux, je peux l'avouer ce soir. C'était absolument faux, parce que la réalité, c'est que l'idée du ballon est venue pour amener une magie, pour amener une liberté, pour amener un phare, très clairement, qui soit visible de partout. Et en fait, quand je dis que j'ai croisé l'histoire, c'est que en ayant trouvé cette idée-là, en croyant à cette idée-là, mais sans avoir en fait les arguments du tout pour la défendre, et je devais me préparer quand même au jury, parce que vous avez une idée, et il faut ensuite que vous arriviez à l'emballer, à la préparer, à la fortifier pour la présenter au jury. Et là, il fallait que je trouve des arguments. Et là, par hasard, j'ai croisé l'histoire. Et l'histoire, c'est qu'en fait, il se trouve que c'est en France que les premiers ballons ont été créés, c'est en France que les premiers humains ont volé. Et là, on est en 1783, et quelques mois après, il y a le premier ballon à hydrogène qui est inventé, etc. Donc il y avait une histoire des ballons, il y avait une histoire des vols habités, mais que je ne connaissais pas. Donc en fait, j'ai croisé le passé tout à fait par hasard, au détour d'un argument que je devais trouver pour arriver à vendre un projet qui n'était fait que pour le présent. Cette réflexion sur la temporalité appelle une autre question sur le symbole du feu. Dès l'Antiquité, dès les JO, le feu est un symbole extraordinaire, à la fois qui porte la lumière pour éclairer et être éclairé. Quelle est la dimension philosophique que tu trouves et quelle responsabilité éthique as-tu en étant porteur du feu?
En fait, le feu et avant les JO m'intéressait déjà. Et il m'intéressait pour sa dimension primitive. Quand je disais par rapport à ta première question que je ne m'intéressais pas aux spécialistes, sur tous les projets en fait que je peux mener, je ne veux jamais m'adresser aux spécialistes. C'est jamais eux qui m'intéressent. Donc j'essaye de voir ce que nous aurions nous un peu de commun. Et ce commun, qui soit de la connaissance, de la culture ou de la vibration intuitive ou émotionnelle qu'on a chacun de nous, c'est ce noyau dur qui m'intéresse. Et ce noyau dur, il est par définition primitif. Ce noyau dur, il est, je crois que ce qui nous fait vivre aujourd'hui nos pulsions, nos désirs, nos angoisses, je crois qu'elles étaient exactement identiques dans la caverne. Je crois qu'elles n'ont pas bougé d'un poil. Je crois qu'effectivement, on s'est entouré de tout un tas d'artefacts, de technologies, de services, de confort, etc. Mais je crois que ce qui nous constitue, je crois que si on habillait un homme préhistorique avec un costume aussi beau que le tien, il y aurait assez peu de différence, voire aucune. Et donc, cet état primitif m'intéresse aussi parce que du coup, entre l'être absolument de nature et l'être qui devient un tout petit peu civilisé, la première marche de cet escalier-là, c'est le feu. C'est le feu qui éclaire, mais au départ, c'est le feu effectivement qui me réchauffe, c'est le feu qui me nourrit, avec lequel je cuisine. Donc il est vraiment une sorte d'élément fondamental du tableau périodique de la civilisation. Et donc j'avais fait, même d'ailleurs dans le passé, je l'avais utilisé sur certains projets, je l'avais presque fossilisé pour en faire une sculpture comme une sorte de feu permanent qui n'avait rien de biblique, mais à la fois qui recroisait aussi une histoire religieuse qui est effectivement un feu qui ne s'arrêterait jamais. Et donc lorsqu'effectivement les Jeux Olympiques me contactent pour mettre en scène ce feu-là, j'y vois une chose assez naturelle. Même si à la fin, paradoxalement, je n'ai pas utilisé de feu pour la vasque. On pourra y revenir, mais technologiquement, ça n'en était plus un. Lorsque nous avons tous admiré aux Tuileries la vasque, moi, ce qui m'a le plus ému, et je crois que beaucoup étaient émus, c'est le fait de regarder sans parler. On admirait sans parler. Est-ce que une des premières fonctions du designer que tu es, finalement, ce n'est pas de créer des objets qui se montrent, qui s'admirent en silence? C'est ce dont on rêve, mais ce serait un peu prétentieux de le vouloir à chaque fois, parce que le silence voudrait dire que la chose, l'objet, la création est tellement entière, totale, intense, que elle n'appelle aucun commentaire, ni aucun bavardage qui sera à côté, etc. Et qu'il faudrait s'y dédier totalement. Donc, loin de moi l'envie d'hypnotiser ou de créer des demi-dieux. Mais c'est vrai que c'est une chose, ce que tu décris là, c'est une chose qui m'a absolument surpris, parce que il y avait, pour ceux qui sont venus, mais il y avait d'abord des milliers, puis des dizaines de milliers. Les derniers soirs, il y avait 70 000 personnes qui étaient là, et qui étaient plutôt calmes, certains attendaient depuis longtemps, etc. Et il y avait effectivement, au moment de l'envol, un silence qui arrivait, comme par magie. Et moi, la façon dont je le perçois, ou j'essaie de le comprendre, c'est le passage de l'émotion collective, ou en tout cas de l'état collectif, 70 000 c'est quand même pas mal, et de tous ces humains qui sont les uns à côté des autres, qui se connaissent pas, qui discutent, parce qu'ils sont là depuis longtemps pour certains, et où d'un seul coup, pour moi, le silence, c'est le moment où, attends, là, c'est moi. Là, c'est moi tout seul. Pour moi, il y a un truc de l'ordre du coucher de soleil, ou face à la mer ou l'océan. C'est-à-dire que c'est le moment où, non pas j'ai besoin et le paradoxe, c'est que je crois que j'ai même pas besoin de réfléchir. C'est que c'est un état d'émotion qui est, pour moi, en dehors de toute réflexion. C'est juste, et c'est rare aujourd'hui, je vis le moment. Voilà, je vis juste ce truc-là. Et ça dure quelques secondes, et c'est vrai que c'était assez magique, parce que il y avait ce bruit, et d'un seul coup, donc au début, on s'est dit que c'était parce que les gens avaient leur téléphone et filmaient, et qu'ils voulaient pas
polluer leurs vidéos par leur bavardage. Mais en fait, c'était pas ça. C'est que même ceux qui ne filmaient pas, il y avait une demande de silence, enfin une demande de chacun envers soi-même de vivre le truc. Et ça, je pouvais jamais l'espérer à ce point-là. Et c'est même d'ailleurs un paradoxe pour un designer. Personne m'a dit, mon Dieu, que cet objet est beau. Personne. Parce que c'était pas le sujet en fait. Et pourtant, je vous jure, on a dessiné, tout est. Je le connais par cœur, au millimètre près. Il y a toutes les choses qu'on voit et qu'on ne voit pas, qu'on a patiemment conçu et dessiné. Mais personne m'a dit, mon Dieu, que l'objet est beau ou bien dessiné. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, c'est pas là que ça se jouait. Et tous les témoignages qui me sont arrivés par Instagram, par message, là en parlant, sont des gens qui m'ont raconté des choses très personnelles, de gens qui m'ont dit ça m'a fait penser à ça, je me suis recueilli, je me suis senti vivant, je me suis senti fier, j'ai été en communication avec mes morts, voilà, je suis croyant, j'ai vu ça, je suis non croyant, bah voilà, là j'ai bien voulu voir pas un Dieu incarné, mais voilà, une chose de cet ordre-là, une transcendance en tout cas, et l'objet avait absolument disparu. Alors, et donc ça, c'est merveilleux parce que c'est le rêve, je crois, de tout designer, en tout cas c'est le mien depuis longtemps, qui est une sorte de syndrome de Gepetto. C'est-à-dire que vous faites une chose qui n'est qu'une chose, qu'une marionnette, qu'un petit truc avec du bois et un peu de tissu, et alors vous faites le mieux possible, et d'un seul coup, la chose vous échappe et on ne la regarde plus pour ce qu'elle est et elle vit toute seule. D'où t'es venu de créer cette vasque, dans le sens quel est le fondement de ton imagination? D'où as-tu puisé ton imagination? Et deuxième question, lorsque tu as vu pour la première fois la vasque s'élever, que t'a-t-elle dit? Elle est arrivée par hasard, la vasque. Et j'en sais rien comment elle est arrivée, en fait. Il faut se remettre dans le contexte. Le temps est très court pour concevoir tout ça. Je travaille avec un des membres de mon équipe, on se concentre vraiment sur la torche, qui est un objet assez technique aussi, donc peut-être plus facile, donc on se concentre vraiment là-dessus. Et puis il nous reste très peu de temps pour la vasque olympique. Et j'ai pas envie que la vasque olympique soit non plus une sorte de déclinaison de la torche, donc et là, mais un peu comme je fais tout le temps, c'est-à-dire que je fais confiance à mon cerveau. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas laborieux, au sens où il faut que je trouve une idée, il n'y a plus que 4 jours, il faut que je prenne une feuille, un crayon, il faut que j'ouvre des bouquins, il faut que je regarde ce qui a été fait, etc. Non, parce que ça, je crois que ça m'angoisserait encore plus. Donc j'essaie de calmer et de dissocier. C'est comme si moi je me dissociais de mon cerveau et que je laisse le cerveau faire. Et le cerveau, il a vu des montgolfières, il a vu un tas de choses, il a déjà vu ce qu'il fallait voir de vasque olympique dans le passé, etc. Et puis tout ce qui nous entoure en permanence. Et à un moment, il m'envoie, il y a un petit côté Minority Report, tu vois, il m'envoie une petite boule, comme ça, et c'est une montgolfière. Alors peut-être qu'effectivement, parce qu'une montgolfière, il y a du feu, alors si, j'avais dû dire à mon cerveau, bon, il faut qu'il y ait du feu quand même, il faut qu'on puisse, ce serait bien qu'on puisse la voir de loin. Ça c'était effectivement une volonté, qu'on puisse la voir de loin, presque en n'importe quel point de Paris. C'était clair que le comité olympique voulait qu'elle sorte du stade, que je trouvais une formidable idée. Et donc, voilà, du feu, on voit de loin, ça vole. Et donc vient cette idée de la montgolfière. Et il nous restait, je te jure, il nous restait 3 jours. Et donc j'appelle le membre de l'équipe avec qui je travaille, et non, d'ailleurs, c'est lui qui vient me voir. Et il me dit, bon, la torche, on est à peu près bon. Là, il nous reste 3 jours. Il faut qu'on n'a rien pour la vasque olympique. Et je lui dis, je pense qu'on va faire une montgolfière. Il dit, ouais, c'est très drôle. C'est très drôle, Mathieu, mais il nous reste 3 jours. Il nous reste 3 jours, donc voilà, il faut vraiment qu'on se concentre. Et j'ai dit, je sais pas, il y a un truc. Je sens un truc avec ça. Et donc, on fait très vite une sorte d'image, un photomontage très simple, où on a Paris la nuit, vue du ciel, et puis on a je me souviens de l'image qu'on avait fait, on a le Grand Palais qui était sur la gauche, comme ça, avec son dôme de verre, la Tour Eiffel sur la droite, qui scintille, et puis on pose cette sorte de montgolfière enflammée dans le ciel, et il y avait une sorte d'évidence. Voilà, en fait, le ciel de Paris, c'est pas comme si on posait une chose où on se disait, mais on est complètement fou. Il y avait une sorte
c'est comme si en fait vous l'enleviez et puis il manquait un truc dans le ciel de Paris. Voilà, comme si on enlevait la lune du ciel, il y avait une sorte de naturel absolu de poser cette chose-là dans le ciel de Paris. Et donc c'est comme ça que l'idée est venue, et ça rejoint ce que je te disais. Et les 2 jours juste avant, je me dis il faut juste que je trouve un bon argument, parce que dire que je le sens bien et que j'ai l'intuition que c'est ça qu'il faut faire, ça va être un peu court pour le défendre. Donc c'est là que j'ai cherché des façons de vendre cette idée. Et que t'a-t-elle dit? Elle m'a profondément ému, franchement. Elle m'a... j'ai presque envie de chialer en vous le disant. Et pourtant, j'ai pas du tout pleuré quand ça s'est envolé. Mais en fait, il y a cette chose... En plus, moi, je suis non-croyant. Donc moi, je suis en recherche permanente de transcendance, parce que je crois pas à un Dieu. Donc, et comme tout humain, même dans la caverne, j'ai besoin de transcendance. Donc il faut que je la trouve quelque part. Et ce truc qui est une grosse masse d'air, en fait, c'est quand même quasiment que du vide, et qui a une dimension qui est hors de nos échelles. Et on a du mal à imaginer. Le ballon, il fait 22 mètres de diamètre. Là, c'est à peu près mon métier, je pense que la salle doit faire 11 mètres, je pense, 11 ou 12 mètres. Donc il faut imaginer qu'en gros, le diamètre du ballon, c'est 2 fois ça, le diamètre. C'est une sphère. Donc et donc vous avez une chose qui est absolument hors d'échelle, dont on ne se rend pas compte quand elle est dans le ciel, parce qu'effectivement, là, comme une lune, comme une chose comme ça. Donc, mais lorsqu'elle est posée près de vous, et c'est ce qu'on voit à la cérémonie, quand il y a Teddy Riner, le géant Teddy Riner, avec Marie-Jo Perret qui arrive, et qui est à côté, il devient un petit enfant, quoi. Un lutin, Teddy Riner, un lutin, c'est quand même un drôle de machin. Et qui, d'un seul coup, et de façon assez lente, et de façon silencieuse, part. Et donc, quand je recevais ce message d'une personne qui dit « j'ai l'impression d'être connecté avec mes morts », au début, ça m'a fait un petit choc, et après, je me suis dit « mais en fait, c'est probablement ce que ça m'a fait aussi ». Et donc c'est ça. C'est d'un seul coup une chose qui, oui, peut-être qui m'amenait ce petit morceau de transcendance que je cherche toujours. Tu parles de la Lune, et tu parles de la nature. Et en préparant cette interview, je voudrais te poser une question en tant que designer, non plus avec la vasque, mais tu es designer, tu produis beaucoup, tu as des très beaux sujets, je trouve, en tout cas. Et je voudrais citer Protagoras, qui souligne « L'homme est à la mesure de toute chose ». Et en fait, dans tes créations, tu mets du vivant. Et est-ce que tu n'essaies pas, en tant que designer, de réconcilier l'être avec son propre vivant, c'est-à-dire avec la nature qui l'entoure? Si, absolument. Et je crois que dans mes rêves les plus fous, j'essaye de le réconcilier. Je ne sais pas s'il est fâché. En tout cas, j'essaie de le lier ou de le connecter avec toute une dimension invisible. On parlait de transcendance. L'invisible, c'est pratique, on peut y projeter pas mal de choses. Mais l'invisible, il est chargé. C'est-à-dire qu'il est chargé de l'air qu'on respire, qui nous rentre à l'intérieur et qui ressort, là, pendant qu'on se parle. On oublie, mais c'est une chose assez incroyable. Il est chargé de magnétisme, il est chargé d'énergie, il est chargé de tellurisme, qui nous vient du sous-sol. Donc, il est habité par des forces physiques qui sont là. Et même la température, ma température corporelle est en train de se mélanger à la tienne, et donc là, la température ici n'est plus la même que là. Donc, qui sont des choses qui m'intéressent. Je ne sais pas toujours quoi en faire, mais voilà, ce monde invisible. Et je ne sais plus quelle était la question, mais elle était super. Oui, et donc j'aime effectivement faire en sorte que les objets aient le sentiment d'être non finis, c'est-à-dire d'être encore un peu vivants. Et donc qu'ils aient l'air encore encore un peu de bouger. Et c'est là où effectivement, sans doute, le lien à la nature se fait, c'est-à-dire que c'est un peu comme un arbre que vous verriez 5 minutes par un jour sans vent qui vous paraît absolument statique, et vous savez, et si vous revenez 2 ans après, vous en ferez l'expérience, c'est qu'en fait, même ce qui vous paraissait statique est en train encore de se développer, d'avancer, de bouger, de grandir, de croître, etc. Et j'aime essayer de faire en sorte que les objets aient ce sentiment-là. Non pas qu'ils étaient d'un seul coup sous la main habile du fabricant, de l'humain, de l'ingénieur,
où effectivement j'aurais pris la nature de façon violente et je l'ai conditionné, voilà, et je lui serre le cou et tu bouges pas, tu vois, et tu seras table. Toi arbre, tu seras table et de cette table tu ne bougeras plus. Hein, si j'écrivais un peu de versets bibliques. Ça m'intéresse pas du tout. En revanche, prendre une matière et faire en sorte qu'elle ait encore l'impression de continuer à vivre un peu, de continuer à bouger, de continuer à se développer. On a l'impression que elle a bougé. Non, elle n'a pas bougé. J'ai l'impression qu'elle a encore bougé un petit peu. Oui, ça j'y crois parce que d'un seul coup, je crois que ça occupe l'espace et que ça perturbe aussi les forces invisibles qui nous traversent de façon, je crois, plus belle, je ne sais pas, mais plus intéressante par rapport aux êtres vivants que nous sommes. Oui. Tous les objets que tu fais ont-ils une utilité? Celle qu'on veut bien leur donner. Mais je vais te donner un exemple très concret où j'ai été invité à intervenir dans un endroit extrêmement utilitariste, qui est un hôpital, où tout a absolument une fonction, pour des raisons évidentes. Et on m'a invité à réfléchir sur un projet pour un service de soins palliatifs, qui est aussi tout aussi chargé, mécaniquement, fonctionnellement, technologiquement, chimiquement, pour les médicaments qu'on va donner pour limiter la douleur, les angoisses, etc. Et il me demande, crée-nous quelque chose en plus. Et donc, je voulais pas ramener une fonction supplémentaire. C'est-à-dire tout ce ils avaient la panoplie de la fonction pour parvenir à ce qu'ils cherchaient à faire vis-à-vis des patients. Et ils y parviennent. Mais il manquait, et c'est comme ça qu'ils le décrivaient, et c'est comme ça que j'avais envie d'attaquer la chose, une dimension, une utilité, qui n'était pas une utilité fonctionnelle, qui était une utilité émotionnelle, qui était une utilité relationnelle. Et je vais prendre juste d'abord ces deux mots-là. Et en fait, ça a pris la forme, je le raconte vite, mais ça a pris la forme d'une sorte comme un hublot, qui est dans chacune des chambres, et qui va vous diffuser en permanence ce que sera le ciel du lendemain. Donc vous avez un écran, qui est un écran de LED, que volontairement on floute avec tout un tas de filtres préalables, et c'est connecté aux plus grands sites météo mondiaux, et en fait qui vous donne exactement ce que sera le ciel du lendemain. À quoi ça sert pour moi, qui vais mourir dans 2 jours? La météo, c'est pas mon problème. S'il y a bien un moment où c'est pas mon problème, c'est bien là. Donc en termes d'utilité pure, non. Par contre, le fait, et c'était ma volonté, de donner la possibilité à quelqu'un sans futur, par définition, d'avoir toujours une vision sur ce que sera demain, voilà, ma petite transcendance, je la mettais là. C'est que je sais pas quand la mort va débarquer, mais me dire que j'aurai toujours un petit coup d'avance sur la mort elle-même, même si elle vient de tout à l'heure, je sais à quoi demain ressemble. Si elle vient demain, je sais à quoi après-demain ressemble. Et quand je parlais de dimension relationnelle, c'était clairement le but aussi, c'est que quand vous rentrez dans la chambre d'un mourant, appelons un chat, d'un mourant, il est évidemment très compliqué de savoir de quoi on peut parler. Parce que on passe notre temps à parler du futur. Tout à l'heure, demain, le week-end prochain, mes vacances, quand je serai retraité, etc. Et c'est ce qui m'était rapporté par tous les membres de l'équipe, les médecins, les infirmières, etc., me disant, c'est souvent, paradoxalement, les proches qui ramènent une dimension, un pathos encore plus lourd que ce qui est déjà le contexte même de l'endroit. Et pour moi, ramener cette dimension du temps qui fait, aussi simplet que ça puisse paraître, ramener une dimension de vie. Et en fait, c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que du coup, quand les gens rentraient, parce qu'on laissait la possibilité aux patients de choisir le ciel sous lequel, en gros, ils voulaient partir aussi. Il y avait aussi une dimension qui laissait la place aux croyants ou aux non-croyants. Mais si j'ai grandi à Paris, mais que ma fille vit à Marseille, je vais me connecter sur Marseille, parce que j'ai l'impression d'être au-dessus de son ciel, je vis avec ma fille, voilà, jusqu'à mes derniers instants. Et du coup, en fait, quand des proches, des amis, des cousins rentraient dans la chambre, regardaient le temps qu'il fait, ah bah Marseille, dis donc, pas terrible demain. Et en fait, ça a l'air de rien, mais on revenait dans la vie. C'est-à-dire qu'on quittait cette dimension de dire, mais que puis-je dire à quelqu'un qui n'a pas d'avenir? Et donc, pour répondre à ta question, utile, je crois. Fonctionnel, non. Fonctionnel, non. C'est-à-dire que quelle est la fonction d'un ciel en mouvement qui vous donne le temps qu'il fait à Singapour demain? Pas dingo. En revanche, en termes d'émotion, en termes d'accompagnement, en termes de présence, en termes de mouvement, en termes ça, oui. C'est passionnant ce que tu dis. Est-ce que tous les objets que tu conçois, que tu dessines, que tu crées,
sont-ils beaux? Et quelle est la définition que tu donnes de la beauté? Je ne sais pas s'ils sont beaux. La beauté, je m'en sers. Je m'en sers comme un moyen. C'est-à-dire que la vasque olympique, le but n'était pas qu'elle soit belle, mais le but n'était pas que néanmoins il y ait des choses qui vous attaquent l'œil. Il fallait que ça ressemble à tout ce qu'on a en tête en fait. Voilà. Et donc la beauté devait être qu'elle ressemble à une sorte de magie comme ça. Ce que je vous décrivais pour les soins palliatifs, l'objet on l'a dessiné totalement, la courbe, le millimètre, est-ce qu'on met une vis, comment on finit, quel matériau, quelle couleur, etc. Mais personne ne le regardait. Personne ne le regardait. C'est-à-dire que sa beauté, s'il en avait une, c'était ce qu'on y projetait, non pas ce qu'il était. Et ça rejoint un peu d'ailleurs, quand je le dis comme ça, dans ces termes-là, ça rejoint ce qu'on disait sur la vasque olympique. Personne ne la regardait pour ce qu'elle était. C'est ce que les gens y projetaient. Et donc là, donc la beauté, elle peut avoir une fonction d'être tellement parfaite, c'est d'arriver à se faire oublier. Ça oui, c'est qu'il n'y a rien qui vous accroche l'œil. Et du coup, ça devient un support parfait. La beauté, on peut s'en servir aussi pour attraper l'attention. C'est-à-dire qu'on est entouré de millions, de dizaines de millions, de milliards de choses. Depuis qu'on est né, on en a vu des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards de choses qui nous ont traversé la rétine. Notre cerveau, notre culture est remplie d'objets. Et donc, quand vous en amenez un autre sur le grand damier de ce qui nous entoure, il faut arriver à attraper. Il faut arriver à attraper l'attention. Donc, la beauté ne peut pas se suffire à elle-même, mais si elle peut déjà capter votre attention pendant un dixième de seconde, où effectivement vous avez vu une chose et hop, votre regard s'arrête, mais comme quand vous marchez dans la rue. Et là, c'est pas forcément les personnes, est-ce que c'est la plus belle, la plus grande, la plus petite, j'en sais rien. Mais à un moment, on croise des centaines de personnes, des milliers de personnes, et bien moi, leur regard s'arrête sur quelqu'un. On ne sait pas pourquoi. Il y a une sorte de connexion de ce qu'on pourrait projeter comme nous, notre beauté. Donc cette dimension de la beauté, elle est parfois en se faisant absolument disparaître, pour qu'il n'y ait rien qui n'accroche et qui empêche d'y projeter des choses. Une dimension plus stratégique d'arriver à attraper votre attention pendant un dixième de seconde, et puis ensuite, il faut avoir d'autres choses à proposer. Et puis une troisième dimension qui est très importante pour moi, qui je crois que une chose devient belle si l'objet ne souffre pas. On parlait d'objet vivant tout à l'heure, mais c'est une notion qui me plaît. C'est que souvent, vous avez l'idée d'une chose, vous commencez à la développer, et puis pour fabriquer une chose, il faut prendre une matière, la transformer, la limer, la couper, la souder, la machin. Et il y a des choses où la matière, elle souffre. Vous voyez qu'elle est pas faite pour ça. C'est comme un corps où d'un coup vous tordez le bras et il n'est pas fait pour ça, pas dans ce sens-là. Et je crois que c'est vrai aussi avec les choses. Et donc parfois vous arrivez sur un objet à faire en sorte que ce qu'il est, son visage, si on continue la projection, son visage, la façon dont il est fabriqué, les matières qui le constituent, la façon dont il est assemblé, vous voyez qu'il se sent bien. Voilà, il se sent bien. Et je suis pas fou, hein, je vous jure, je suis pas fou. Mais et puis parfois on dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça on le fait en pliage ou est-ce que ça on le fait en repoussage? Est-ce qu'on fait en usinage? Imaginez qu'on puisse faire avec ces trois techniques-là la même forme. Moi, le choix va se porter sur, à un moment, je sens que l'objet appelle, voilà, ce procédé-là. Et personne ne le verra, à part les spécialistes et spécialistes qui diront ça tu l'as repoussé. Je vois que c'est du repoussage. Mais c'est 0,001% des personnes qui s'intéressent à ce genre de choses. Mais je suis assez convaincu qu'à ce moment-là, l'objet prend une sorte de voilà, je suis bien, je suis bien. Mon visage va avec mon corps, mes articulations, la façon dont j'ai été conçu. Voilà. Si on résumait l'histoire d'un humain, la façon dont j'ai été conçu, la façon dont j'ai été élevé, qui est peut-être un sujet qui te parle, la façon dont j'ai été conçu, dont j'ai été élevé, et ce que je suis aujourd'hui, il y a un continuum, il y a une évidence, et tout doit bien s'emboîter. Te définis-tu comme un artiste? Non. Merci. Non, parce que et c'est tout ce qu'on s'est dit là, c'est-à-dire que si je fais une œuvre d'art,
en la mettant là devant vous, en l'accrochant au mur, je vous demande implicitement, ou elle vous demande implicitement, ma peinture, ma photo, ma sculpture, de l'admirer. Voilà, je suis cette chose-là, dans mon intégrité, et toi, tu es visiteur d'un musée, d'une exposition, etc. Et donc, regarde-moi et admire-moi. Donc, l'œuvre d'art, pour moi, a cette dimension qui doit se faire aimer, admirer, ou éventuellement pas aimer, en tout cas, il n'y a pas de transaction possible. Là où le design a cette stratégie d'être, à mon avis, beaucoup plus propice à y projeter des choses. Et c'est ce qu'on évoquait. Si j'avais mis le même hublot dans les chambres et qu'on avait dit aux patients « c'est une œuvre d'art », c'était pas la même. C'est pas la... Et peut-être la vasque olympique, si on oublie le contexte des Jeux Olympiques, on dit c'est une œuvre d'art. Ouais, j'aime bien, moi j'aime pas, moi je trouve qu'elle va assez haut, moi je trouve... Voilà. Et le design pour ça, je trouve qu'il est potentiellement beaucoup plus puissant, beaucoup plus stratégique, parce qu'il arrive possiblement en douce. Il arrive en loose day. Et du coup, vous pouvez éventuellement ne pas vous y attendre. Souvent, quand on a de l'émotion, c'est parce qu'on s'y attend pas. On feuillette un livre, on lit une ligne, et puis d'un seul coup, on s'y attendait pas, il y a un truc qui vous émeut. Vous écoutez de la musique, et puis d'un seul coup, il y a un accord, une chose qui vous rappelle, et vous y attendez pas, et ça vous émeut. Et donc, cette façon d'arriver de façon un peu discrète, je crois est un vecteur beaucoup plus puissant. Donc, le design pour ça est une sorte de cheval de Troie émotionnel, et je pense que d'ailleurs c'est pas totalement un hasard si très souvent une œuvre d'art est une chose verticale, frontale, sculpture, totémique, au mur, une peinture, etc. Là où le design très souvent joue de l'horizontal. Et voilà, c'est une table, c'est un canapé, c'est un fauteuil, tout est plus bas. Et je pense que sur le théâtre des opérations ou le champ de bataille de nos émotions, c'est une stratégie beaucoup plus maligne d'arriver dans les tranchées que d'arriver salut. Voilà. Mathieu, tu es connu, tu es reconnu, tu reçois des prix. La semaine dernière, tu étais à New York pour recevoir un prix. Peut-être le monde attend beaucoup de toi, en tout cas, je ne te mets pas la pression, n'est-ce pas? Mais toi, qu'attends-tu de lui? Alors, je crois que le monde ne m'attend rien de moi. Hein. Je pourrais, enfin, vraiment, j'en rêverais, mais je crois vraiment qu'il n'attend rien du tout. Il fonctionnait comme il fallait avant que j'arrive, ou pas bien, et il fonctionnera pas beaucoup mieux après moi. Dans ma pratique et quand il s'agit de commandes, j'attends que la question soit intéressante. C'est rare d'apporter une bonne réponse à une question qui l'était pas. Donc un projet doit toujours commencer par une bonne question. Je suis un pessimiste, ouais, je vis sur une sinusoïde où j'alterne un tout petit peu d'optimisme et pas mal de pessimisme. Donc j'en attends pas grand-chose, mais j'aime assez pour le coup, et je trouve ça parfois absurde, parce que quand je vois par exemple le temps que mes équipes, mes collaborateurs, les fabricants, on met pour faire une chose qui n'a aucun autre intérêt que d'être une chose, quoi. Je trouve ça à la fois absurde et à la fois, je trouve que c'est une quête assez belle, à un moment de cette sorte de convergence d'énergie de personnes qui donne naissance à un truc qui n'aura pas forcément d'utilité ou de fonction, mais qui devient une petite concentrée d'énergie, sans doute. C'est peut-être ça ou d'histoire, pour reboucler ta première question. Donc ça, je trouve ça assez beau. Donc si le monde me laisse encore faire ça jusqu'à la fin, ça m'ira pas mal. Je te le souhaite vraiment. Je te le souhaite vraiment. Merci beaucoup, cher Mathieu. Merci pour cette belle réflexion que tu nous as offerte. Merci beaucoup, cher Mathieu, d'être venu. Merci infiniment.